Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Les premiers blocages que j'ai eus quand j'ai voulu apprendre l'italien, c'était que le cours c'était de la littérature italienne des années 1500 et du coup je connaissais pas le vocabulaire de cette période, mais je connaissais pas non plus le vocabulaire actuel, donc je comprenais rien. Je suis restée bloquée en fait et j'ai juste arrêté. Moi, dans mon cas, on était très isolés, on était une petite classe, on n'est pas accompagné dans l'apprentissage de la langue à l'extérieur. On pourrait éventuellement nous parler du forum des langues, par exemple. Ça, c'est un truc que j'ai appris que cette année, alors que ça fait 5 ans que je suis à la fac de Rennes, donc j'ai pas eu ces informations-là. Mais dans tous les cas, on nous a pas forcément accompagnés lors des cours de langue à la fac. Moi, j'ai eu du mal à apprendre les langues, surtout l'anglais et l'espagnol, parce qu'au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte qu'en cours, j'avais pas forcément assez d'heures. On avait genre 1h30 ou 2 heures par semaine, donc c'était pas forcément suffisant. Après, j'ai essayé d'apprendre par moi-même, notamment avec des applications, etc. Parce que dans ma famille, on parle pas forcément d'autres langues. Mais c'est vrai que la motivation, elle restait pas, surtout que c'était pas quelque chose qui était vraiment demandé dans mes études, donc ça a été compliqué. Bonjour à toi et bienvenue. C'est Mathis et je rejoins l'équipe de la Fabrique à Polyglotte où j'animerai quelques podcasts seul et avec des invités. J'ai appris 8 langues en 3 ans, on en parle déjà dans mon épisode de présentation dont tu retrouveras le lien dans la barre d'infos. Et aujourd'hui, il s'agit du dernier épisode que je présente et il me tenait particulièrement à cœur. Aujourd'hui, je m'adresse tout particulièrement aux étudiants, aux jeunes ou moins jeunes qui sont en études supérieures, à l'université, de la licence au doctorat en passant par le master ou le DU, à toutes celles qui se reconvertissent et passent par les bancs de l'université, à tous ceux enfin qui ont besoin de retrouver des ressources gratuites, à ceux qui prévoient un semestre à l'étranger ou un long séjour, mais aussi aux parents qui ont des enfants étudiants, peu importe le niveau. Cet épisode est pour vous, pour qu'aucun d'entre vous ne ressorte de l'université sans avoir profité de tout ce qu'elle contient et qui peut participer à notre épanouissement linguistique. Parce que oui, on peut ressortir de l'université en parlant une ou plusieurs langues en plus de notre langue maternelle et je vais te dire comment. Parce que soyons honnêtes, on peut passer à côté de plein de ressources et ressortir monolingue de la fac. Et j'étais à 2 doigts d'être dans ce cas-là. Moi-même, je suis étudiant en master et quand je suis arrivé à la fac, j'avais un anglais vraiment médiocre et un espagnol niveau lycée pas plus. Et la plupart des langues que je parle maintenant, je les ai apprises pendant ma licence. Quand on est étudiant, on est dans le bain de l'apprentissage, on est dans une sorte de sas privilégié avant la vie active, et en général, on a souvent plus de temps qu'une fois au travail. Donc autant en profiter à fond et faire de ce moment un tremplin pour nos langues. Car oui, l'université est un espace plutôt libre d'accès, c'est là que tu apprends à étudier, à travailler en autonomie, avec beaucoup de choses mises à disposition pour les étudiants. Et si tu profitais de tout cet espace pour apprendre des langues? Alors, je sais ce que tu peux te dire. Comme tu es un peu livré à toi-même finalement dans ce monde de l'université, tu peux te sentir esseulé, comme Frédéric que tu as entendu dans l'intro. Tu te dis peut-être que tu n'as pas les prédispositions pour apprendre efficacement une langue parce que tu as grandi dans un environnement monolingue, comme c'est le cas pour Lucie que tu as également entendu, et où les cours de langue que tu as eus jusqu'ici ne t'ont pas permis d'améliorer réellement parce qu'on t'a peut-être pas assez donné d'outils en dehors de ces cours, ou ces cours ne reflétaient pas vraiment la langue parlée maintenant, comme c'est le cas pour Camille. Partons alors à la découverte du large éventail d'outils insoupçonnés auxquels tu as accès gratuitement et qui vont tout changer à ton apprentissage des langues. Merci à l'université pour ça, tu ne peux vraiment pas passer à côté de ces outils. Le plus important d'abord, c'est pas de connaître la bibliothèque et ses ressources multimédia ou autres pour apprendre, mais surtout, de t'en servir parce que c'est le fait de se les approprier qui change vraiment la donne. Je me répète, mais apprendre une langue à l'université, ça va t'ouvrir tellement d'opportunités. Ça va être bénéfique pour ton avenir professionnel, ça te débloque des opportunités, car il y a des postes où il faut valider un TOEIC par exemple. Ça va aussi te donner l'opportunité de faire des échanges universitaires à l'étranger, type Erasmus, et pouvoir en faire une véritable expérience transformationnelle. Ça peut aussi te permettre de voyager tout simplement, sans forcément que ce soit un Erasmus. Quand on est étudiant, et je m'adresse un peu plus aux jeunes ici, les voyages, ça t'ouvre tellement l'esprit. Tu vois plein de choses culturellement différentes. Et vraiment, et de par mon expérience à travers les pays que j'ai visités, plus tu seras capable de communiquer avec les locaux, meilleures les expériences seront. À savoir l'anglais, c'est vraiment primordial, au moins.
Aussi, apprendre des langues peut te développer personnellement. C'est un mindset de savoir et apprendre des langues. Ça s'inclut dans l'esprit de l'université, façonner son esprit, se cultiver, faire des rencontres. Et la langue, c'est aussi la culture. En bref, l'objectif, c'est qu'en sortant de ton cursus universitaire, c'est que tu ne te dises pas « Ah, mais si j'avais su, j'aurais profité de mes années pour apprendre une langue ». Sans plus tarder, partons à la découverte de ces ressources. J'ai mentionné rapidement la bibliothèque, je te parlerai également de l'espace des langues de Rennes 2. Mais avant ça, commençons par Erasmus, parce qu'à la fac, comme après, tu as l'immense chance de pouvoir bénéficier de programmes de mobilité internationale. On s'en doute pas vraiment, mais il existe beaucoup de programmes Erasmus. Donc comme tu le sais peut-être déjà, Erasmus, qu'on appelle Erasmus+, c'est un programme d'échange international conçu par l'Union européenne dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la jeunesse, mais aussi du sport. Il en existe plusieurs. Il y a Erasmus+, éducation-formation, qui est celui qui va le plus nous intéresser, puisque c'est le programme le plus répandu, et c'est celui qui offre des opportunités d'étudier à l'étranger pour les étudiants universitaires de passer un semestre ou une année universitaire dans un pays de l'Union européenne, en étudiant l'équivalent de ce que tu étudierais dans ton université d'origine, mais dans ton université d'accueil. Ce programme inclut également des stages proposés aux étudiants d'une durée plus ou moins longue. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois. Il y a aussi des programmes qui existent pour les enseignants et généralement le personnel éducatif, ce qui permet d'assister à des cours de formation, des stages ou des missions d'observation pour améliorer ses compétences professionnelles. Il y a Erasmus+, Jeunesse et Action, donc c'est ce qui va plus encourager la mobilité des jeunes, au lycée notamment, à travers des voyages courts d'échanges interculturels où tu peux être amené à faire du volontariat par exemple. Il y a également Erasmus+ Sport, donc ça va être des programmes qui vont favoriser des partenariats entre des organisations sportives, ça va être des événements plus ponctuels. Et enfin l'Erasmus Mundus. Et ce programme est d'autant plus spécial puisqu'il propose des programmes de master conjoints entre plusieurs institutions européennes et même entre des institutions européennes et non européennes. Donc ça peut être intéressant si tu es en licence et que tu ne sais pas trop quoi faire après ta licence 3. Il y a même un autre programme Erasmus qui s'appelle Erasmus for Young Entrepreneurs, qui lui permet aux jeunes entrepreneurs de bénéficier d'une expérience pratique en travaillant aux côtés d'entrepreneurs expérimentés dans d'autres pays européens. Ça peut te permettre d'acquérir des compétences commerciales, d'élargir ton réseau. Donc il y a pas mal de choix en fonction de tes aspirations professionnelles. Maintenant, je vais te donner quelques conseils pour réussir ton apprentissage avant de partir à l'aventure dans ce type d'échange. Le premier conseil que je te donnerais, c'est de chercher les organisations Erasmus de ton université ou de ta ville, parce qu'il y a forcément des Erasmus dans ta ville ou bien des personnes qui sont en échange. Donc ce que je te conseillerais, c'est de se rapprocher des locuteurs natifs de la langue que tu veux étudier, leur demander des conseils. Eux, mieux que personne d'autre, connaissent leur culture ou leur langue et ils t'aideront parce que ça leur fera plaisir que tu t'intéresses à leur langue et leur pays. Dans le cas où tu peux pas faire un trimestre ou un semestre à l'étranger, au moins d'aller faire les soirées étudiantes des Erasmus ou alors de participer à l'asso qui les accueille pour passer du temps avec eux. C'est comme ça que l'international va arriver à toi si tu peux pas, toi, arriver à l'international. Tu pourras parler avec eux, leur faire visiter la ville, etc. et faire des rencontres. L'université, c'est aussi fait pour ça. Dans le cas où tu aspires à faire un Erasmus, c'est important que tu choisisses la destination en fonction de la langue et surtout bien choisir tes cours en fonction de ce que tu vas apprendre. Parce que si tu vas comme moi à Barcelone et que tu te retrouves avec la moitié des cours en catalan alors que tu ne parles que espagnol, ça peut être embêtant. Je te conseillerais de te préparer aux cours académiques en mettant tes propres cours de l'université dans ta langue cible. Ce qui va être super bénéfique parce que ça va te familiariser avec du vocabulaire plus académique qui n'a rien à voir avec le vocabulaire plus familier que tu vas entendre dans la rue. Tu peux regarder des vidéos de cours dans cette langue aussi pour t'habituer aux futurs cours que tu auras. Parce que je sais que c'était difficile au début pour moi de suivre le rythme, surtout en catalan parce que je ne parlais pas un mot de catalan. Donc je sais que ça peut t'aider. Tu peux éventuellement t'inscrire aux cours de langue. Pendant ton Erasmus, une fois que tu es là-bas, là, ça va être vraiment te mettre dans l'immersion la plus totale possible. Reste pas dans ta zone de confort. L'Erasmus, c'est fait pour sortir de ta zone de confort. Essaye de vraiment participer au maximum à des regroupements collectifs, à des événements culturels, par exemple. C'est là où tu vas faire des rencontres et tu vas pouvoir t'immerger dans la langue, vraiment. Ce serait dommage que tu sortes d'un an d'études dans un pays, mais que tu sois à peine capable de tenir une conversation. Le but, c'est que tu n'aies vraiment pas de regrets. Donc on a parlé d'Erasmus, qui est une immersion à l'étranger, mais cette immersion, tu peux aussi la faire en voyageant simplement, sans passer par un programme Erasmus. Je vais donner quelques petites choses qui ne sont pas directement liées à ta fac, ni même au fait que tu sois étudiant, mais il y a un truc que tu dois connaître, c'est le pass Interrail, parce que c'est un dispositif génial pour voyager dans toute l'Europe. C'est un pass que tu payes par rapport au nombre de jours que tu veux voyager, et ça t'offre la possibilité de prendre n'importe quel train dans tous les pays de l'Union européenne, et de traverser dans l'Union européenne le ou les pays que tu veux de manière illimitée. Je l'ai testé quand j'ai fait un voyage en Allemagne et j'ai visité 7 villes en 7 jours grâce à ce pass et j'ai vraiment adoré.
Il existe des aides aussi pour les jeunes, surtout de 18 à 25 ans. Si tu n'as pas trop les moyens de bouger, sache qu'il y a des chèques vacances qui existent jusqu'à 250 € qui s'appellent Départ 18-25 qui te donnent des destinations ou plutôt des séjours ou des hébergements qui te sont payés par ces chèques vacances. Et si tu profites aussi des auberges de jeunesse ou d'autres dispositifs tels que Workaway pour être logé en échange d'un travail fourni, tu peux vraiment vivre des expériences incroyables et parler et pratiquer d'autres langues à l'étranger. L'auberge de jeunesse, c'est vraiment pas mal. Ça te permet en plus de faire pas mal de rencontres et je t'encourage à en prendre si tu voyages seul ou avec des amis. En plus, c'est généralement moins cher que des hôtels. Maintenant, je vais te donner mes conseils pour apprendre une langue dans une optique de voyage, peu importe sa durée et sa nature. Alors la première variante est de savoir quelle est la durée de ton voyage, si c'est un voyage court ou long terme, quel est le type de voyage et à quel niveau tu vas être au contact avec des natifs. Dans le cadre d'un voyage à court terme, c'est-à-dire environ moins d'un mois, je te conseille d'apprendre du vocabulaire de base, des expressions que tu pourrais retrouver dans des livres de conversation, des expressions que tu pourrais retrouver dans des conversations de nécessité. Demander une direction, commander à manger, par exemple. Dans ce cas-là, je te dirais d'utiliser les livres de conversation pour le voyage. Il en existe largement à la bibliothèque de la fac et dans plein de langues différentes. Dans le cadre d'un voyage moyen ou long terme, tu vas être davantage exposé à des interactions de manière répétée. C'est pourquoi pratiquer peut vraiment être utile, se rapprocher des groupes de conversation s'il en existe dans la ville où tu te situes, et évidemment te rapprocher des éventuels locuteurs natifs présents dans ta ville pour pratiquer, avec du vocabulaire un peu plus avancé en prenant un livre de vocabulaire à la bibliothèque ou pratiquer avec des locuteurs natifs depuis ton téléphone avec des applications de tandem linguistique comme HelloTalk. D'ailleurs, j'en parle dans l'épisode 50 où je présente HelloTalk, qui est l'une de ces applications. Je te la mets dans la barre d'infos. Et tu pourrais même prendre carrément une année de césure à l'étranger. Pense au PVT, qui est un accord entre certains pays qui permet aux jeunes de voyager et de travailler légalement dans un pays partenaire pour une durée déterminée. Généralement, c'est 1 an. Et pendant cette année, tu peux travailler pour financer ton voyage tout en ayant la possibilité d'explorer le pays et enrichir ton expérience culturelle. Et c'est une opportunité fantastique pour les jeunes de vivre une aventure à l'étranger tout en développant de nouvelles compétences et en découvrant une nouvelle manière de vivre. Et si tu veux aller plus loin pour réussir ton immersion linguistique en voyage, je te redirige vers l'épisode que j'ai fait avec Alan qui t'explique comment il a réussi la sienne en Roumanie en 2 mois seulement. Je te mets le lien dans la barre d'infos. Alors maintenant, on va parler un peu de tous les examens de langue, parce que pour entrer dans certaines formations, je sais qu'il faut attester d'un certificat de niveau de langue. Il faut donc passer des tests qui sont des examens conçus pour évaluer tes compétences en fonction de ton expression écrite, ton expression orale, ta compréhension écrite et ta compréhension orale en fonction du niveau attendu qui sont définis par le cadre européen commun de référence pour les langues qui va du niveau A1 au C2. Pour t'entraîner, si tu as des cours de langue, demande à ton prof de te passer des sujets pour qu'il puisse corriger ensuite. Si ce n'est pas possible, sache qu'à la BU, tu as aussi des livres spécialement conçus pour te préparer aux examens. Je pense notamment à l'anglais avec le TOEIC par exemple, l'allemand avec le Goethe. Ces ouvrages-là, ils vont te permettre de t'entraîner sur des sujets très variés d'examens que tu pourrais avoir. Ça peut t'aider notamment pour la compréhension écrite. Ça te donne du vocabulaire sur des sujets différents qui peuvent être la politique, l'écologie, la vie en entreprise. Mais ça va être pour des niveaux plus avancés type B2 ou C1. Pour la compréhension orale, il existe des fichiers audio dans la plupart de ces livres, mais pas tous. C'est pour ça que je te recommande d'écouter ou de regarder des vidéos de débat dans ta langue cible pour des sujets susceptibles de tomber à ton examen. Non seulement pour la compréhension orale, mais aussi pour l'expression. Car ton épreuve d'expression orale va comporter un débat sur le sujet de ta compréhension écrite et orale, qui est le fil conducteur de l'épreuve entière. Tu vas avoir dans ces débats à défendre des idées, parce que dans ces débats, tu vas aussi pouvoir capter des connecteurs pour crédibiliser ton discours, tels que cependant, peu importe, d'une part, d'autre part. C'est des mots qui ne paraissent pas grand-chose, mais qui sont super valorisés par les examinateurs. Et puis tu peux appliquer les conseils que je t'ai donnés auparavant sur la pratique qui va être primordiale pour montrer une aisance dans ton expression qui est aussi très valorisée dans l'examen. Essaye de te rapprocher d'un groupe de conversation, d'y être assidu pendant quelques semaines, voire quelques mois pour un niveau un peu plus poussé, C1 ou C2. Ces tests de niveau peuvent également te servir pour obtenir des postes dans le secteur auquel tu aspires à faire carrière après ton cursus universitaire. Si tu fais des études par rapport au domaine dont tu aspires à travailler plus tard, ce que tu peux faire aussi, c'est d'essayer de traduire dans ta langue cible les documents que tu as étudiés dans tes cours. Ça peut t'aider à te donner du vocabulaire. Si tu as l'occasion d'aller dans le pays dans le cadre d'un échange type Erasmus, mais vraiment fonce. C'est une opportunité tellement folle. Si tu étudies là-bas, c'est génial. Ça va t'apporter ce vocabulaire. Et si tu as en plus une expérience professionnelle sur place, c'est encore mieux parce que tu seras plus familiarisé que jamais d'une avec la langue professionnelle de ton secteur, mais tu vas aussi pouvoir te créer un réseau, ce qui est super important lorsqu'on veut partir à l'étranger travailler. Et ce conseil sur les échanges dans un autre pays d'ailleurs, il s'applique généralement, pas qu'à ce cas-là. Alors maintenant on va parler des bibliothèques universitaires parce que ça va être un élément indispensable si tu es à la fac pour faire des recherches et compléter tes cours, travailler. C'est aussi un espace propice à la concentration et là-bas tu vas trouver un large éventail de ressources non seulement pour tes études mais aussi pour apprendre des langues. Bon, sans doute que j'ai l'air de dire que c'est un truc aussi bateau que boire de l'eau c'est bon pour la santé, mais c'est le genre de choses qu'on ne répète jamais assez et la bibliothèque est souvent sous-exploitée alors qu'elle permet tellement de choses. Généralement, il y a une section consacrée aux langues plus ou moins élargie selon les bibliothèques de chaque université, mais il y a du choix.
Tous les types de livres que je vais te citer ne sont pas forcément dans toutes les bibliothèques, mais il y a des choses qui sont toujours présentes. Tout d'abord, les dictionnaires, il y en a vraiment tout le temps. Il y a des livres qui vont être des manuels qui s'apparentent un peu à des manuels scolaires pour apprendre du vocabulaire considéré comme général, avec pas mal de notions de grammaire. Ce sont des guides pour atteindre à certains niveaux, type B2 ou C1 par exemple. Les livres A6000 sont très très bien, j'en ai testé un parce que j'avais voulu commencer à apprendre le suédois, mais bon, finalement je suis pas allé très loin. Mais j'avais trouvé le livre vraiment très cohérent dans le processus. Au début du livre, ça allait plus être l'alphabet, la prononciation, les expressions de base pour saluer, se présenter, les verbes essentiels, être, avoir, faire, etc. Et ensuite, on va aller vers des sujets plus spécifiques, des dialogues de mise en situation, des points grammaticaux de plus en plus complexes avec des exemples, des exercices aussi. D'ailleurs, il existe des livres avec uniquement des exercices de grammaire et ou de vocabulaire aussi. Autre spécificité, et ça va dépendre de ton université selon ta filière, tu vas te retrouver avec des livres de vocabulaire spécifiques à une discipline. Par exemple, si tu es en fac de droit, tu vas retrouver des types de livres que je viens de t'évoquer, mais aussi des livres de vocabulaire du domaine juridique. Si tu es en fac de biologie, tu vas peut-être retrouver des choses par rapport au domaine scientifique. Si tu cherches une ressource spécifique, il y a bien évidemment les bibliothèques qui t'aideront, mais aussi la bibliothèque en ligne, accessible sur ton espace étudiant personnel en lien avec ta fac, où tu peux directement chercher l'ouvrage rien qu'à partir de mots-clés. Je dis ça dans le cas où tu découvres la fac ou que tu t'apprêtes à intégrer l'université. Tu connais déjà ça, je pense, si tu y es depuis quelques années. Tout ça pour te dire que des ressources pour apprendre des langues à la BU, il n'en manque vraiment pas. Utilise vraiment à volonté l'espace de la bibliothèque. On l'oublie un peu quand ça fait quelques années qu'on y est. Il y a tellement plein de livres partout qu'on en est noyé. Et c'est bien de toujours prendre un temps pour faire du repérage d'ouvrages. Des fois, on peut tomber par hasard sur le livre ou la ressource parfaite, ce qu'on cherchait, peu importe le domaine, peu importe la langue. Donc ça, c'est pour la bibliothèque universitaire. Pour te montrer à quel point les universités regorgent de trésors insoupçonnés, et à titre d'exemple, j'aimerais te présenter un lieu très spécial qui est à Rennes 2, l'université dans laquelle je suis. Mais tu as peut-être déjà accès à des lieux de ce type-là où tu étudies aussi. C'est un espace unique pour apprendre des langues, un paradis pour les polyglottes et les amoureux de langue. Je te parle de l'espace des langues. Je vais laisser Catherine Peterson, qui est l'une des fondatrices de cet espace qui a ouvert ses portes en février dernier, t'en parler. Bonjour Mathis et merci de m'avoir invité. Je m'appelle Catherine Peterson. Je suis enseignante-chercheur à l'université Rennes 2. Je viens du Pays de Galles, un pays bilingue où les langues anglaises et galloises cohabitent. L'espace des langues est un lieu qui est localisé sur le campus Villejean de l'université Rennes 2. Au rez-de-chaussée, il y a une bibliothèque, pas comme les autres. Tu retrouveras des ressources documentaires pour l'apprentissage des langues, bien sûr. Environ 7000 documents pour 49 langues. Il y a un manuel pour apprendre le Wolof, Mathis, ça va te plaire. Tu peux utiliser un ordinateur dans la salle informatique et faire des photocopies et impressions. Tu peux travailler avec d'autres personnes dans une des 3 petites salles de travail en groupe. Mais vous n'êtes pas obligé de vous isoler pour parler, car l'espace des langues est un lieu pour apprendre les langues en les parlant. On peut prendre la parole n'importe où, sauf dans l'espace silence. Partout ailleurs, à l'espace des langues, tu peux parler. Tu peux participer à un groupe de conversation dans l'espace détente, par exemple, ou un club de lecture. Tu peux jouer à des jeux dans la ludothèque. Il y a aussi 2 espaces d'exposition, dont un qui est aménagé pour accueillir des médiations et des présentations. Un des objectifs de l'espace des langues est de valoriser la diversité linguistique et toutes les manifestations culturelles de cette diversité à travers des expositions et des ateliers. Parfois, des expositions mettent en valeur des productions des ateliers, de calligraphie ou de l'écriture par exemple. Au sous-sol se situe la salle immersive et l'espace d'expérimentation pédagogique. Dans la salle immersive seront projetées des images en 270 degrés, images qui pourront être interactives. Cette salle est dédiée à l'expérimentation de cette technologie immersive pour permettre aux chercheurs d'évaluer son utilité pour l'apprentissage des langues. La salle immersive peut également accueillir des expérimentations pédagogiques, tout comme l'espace d'expérimentation qui est un grand espace modulaire avec du mobilier amovible. L'idée est de permettre aux enseignants d'élaborer et de tester des méthodologies d'apprentissage des langues qui sont libérées des contraintes de l'aménagement des salles de cours classiques, avec leur organisation spatiale adaptée à une pédagogie descendante. Dans l'espace d'expérimentation, on peut diversifier les interactions, intégrer du mouvement et des pratiques artistiques et créatives comme du théâtre ou même des activités manuelles dans l'espace de fabrication équipé d'établis. S'ajoute à ceci un monde virtuel, un espace numérique ludique qui permet à des personnes qui ne peuvent pas se rendre sur le campus ou qui suivent des cours à distance ou qui sont à l'étranger par exemple, de rentrer en interaction et de découvrir des ressources pour l'apprentissage des langues ou issues de la recherche. Dans le monde virtuel Rennes 2D, on se déplace grâce à son avatar dans une modélisation numérique du campus. La proximité avec d'autres avatars déclenche l'outil de visioconférence et l'échange peut commencer. La valeur principale qu'apporte l'espace des langues est de promouvoir et faciliter la rencontre et l'interaction entre des personnes désireuses de pratiquer les langues qu'elles connaissent ou qu'elles apprennent. Les ressources les plus importantes sont des personnes, des étudiants, le personnel, les habitants du quartier, qui portent en elles tant de richesses linguistiques et culturelles qu'elles peuvent partager à l'espace des langues.
Un étudiant qui veut apprendre une langue peut venir à l'espace des langues pour retrouver des ressources documentaires, regarder une exposition, jouer à un jeu, rencontrer et échanger avec d'autres personnes qui veulent elles aussi apprendre cette langue. Il faut oser prendre la parole et se lancer dans l'échange en ayant confiance en soi, peu importe la précision et sans rechercher la perfection. J'espère qu'à l'espace des langues, les apprenants se sentiront à l'aise et en confiance et qui prendront plaisir à apprendre et à partager les langues. N'oublions pas que le temps des études, qu'on soit en études initiales ou dans un parcours de reconversion, c'est carrément le moment parfait pour explorer, découvrir, tester, se tromper et pourquoi pas essayer entre guillemets des langues. On peut avoir un objectif précis, mais bien évidemment qu'on apprend aussi les langues par loisir, par plaisir d'apprendre. Et dans ce cas, l'apprentissage va être beaucoup plus fun. Et quand moi j'avais pris portugais à l'université dans ma licence 2, même si c'est dans un cas où on avait une évaluation, eh bien c'était mon moment de détente entre deux cours qui me demandaient beaucoup de réflexion. Ça me mettait finalement pas de pression parce que je n'avais pas de raison formelle de l'apprendre, c'était plus de la découverte et finalement c'est ça avec la plupart des langues que je parle et que je continue d'apprendre. Le monde à la polyglossie c'est aussi ça, c'est pas parce qu'on est féru de langue qu'on est obligé qu'il faut forcément être rigide dans son apprentissage. Si les langues c'est plus un passe-temps, un plaisir, tu peux t'amuser avec tout ce qui existe dans ta fac. Ne te limite pas, explore. Si tu as envie de te mettre à pratiquer, fonce dans les groupes de conversation, parle avec tes camarades de ta classe si tu as des cours dans ta langue cible, lis des livres, des romans dans la langue, il y en a plein dans les bibliothèques. Si tu as envie de comprendre des articles sur un sujet précis, essaye de le trouver dans les revues universitaires. L'université c'est aussi fait pour ça, pour explorer et te chercher. Les conditions sont optimales, alors profites-en. Sache que peu importe la visée de ton apprentissage, le plus important c'est que tu aies des objectifs concrets et réalistes. Donc voilà, maintenant tu as tout ce qu'il faut savoir pour apprendre des langues à l'université, mais la plupart des conseils que je t'ai donnés s'appliquent en dehors des études, notamment lorsqu'on commence à entrer dans la vie active. Tu as des ressources, du choix, du temps malgré tout ce que les études t'imposent, tu as le temps. La vie étudiante c'est top pour ça, c'est une période de notre vie qui est faite pour se redécouvrir, faire des rencontres, évoluer, se construire en tant qu'individu, même si toute notre vie on évolue. Comme je t'ai déjà dit, j'ai commencé à la fac avec un misérable niveau d'anglais et un niveau d'espagnol de lycée, et maintenant je suis en master et j'ai des connaissances dans 9 langues. Donc je suis parti de presque rien et je n'ai pas grandi dans un environnement multilingue, donc maintenant c'est à toi de jouer. Merci d'avoir écouté cet épisode qui était ma dernière intervention dans la Fabrica Polyglotte. Merci à toi de m'avoir écouté depuis mon premier épisode sur HelloTalk. J'étais très heureux de pouvoir t'apporter des méthodes et mes conseils de mon humble expérience. Si tu veux continuer à suivre ce que je fais, je te mets mon compte Instagram dans la barre d'infos, mais surtout n'hésite pas à t'abonner à la Fabrica Polyglotte pour ne rien rater des prochains épisodes et réveiller le polyglotte qui dort en toi. Je te laisse là, persévérance et motivation, prends soin de toi et je te dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi. Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère. Mais surtout, reste curieuse, reste curieux.